Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous faire un petit book haul. Je vais vous présenter dans cette vidéo les dernières acquisitions livresques que j'ai effectuées. Je fais une petite aparté, il se peut que certains de ces livres vous les ayez déjà vus passer sur cette chaîne en bilan ou en point lecture parce que je filme mes book hauls en avance. Donc voilà, d'ici à que cette vidéo parviennent jusqu'à vous, peut-être que j'aurais déjà lu certains de ces ouvrages et peut-être que vous les avez déjà eus dans une autre vidéo. Je commence par des trouvailles boîte à livres. Le premier ouvrage que je vous présente aujourd'hui, c'est Le ruban de Ogawa Ito, paru chez Piquier Poche. On est dans de la littérature japonaise. Je vais vous lire le quatrième de couverture, vous verrez que ça a l'air un peu farfelu quand même. Une grand-mère fantasque et passionnée d'oiseaux trouve un œuf tombé du nid, le met à couver dans son chignon et donne à l'oiseau qui éclot le nom de ruban. Car cet oiseau, explique-t-elle solennellement à sa petite fille, est le ruban qui nous relie pour l'éternité. Un jour, l'oiseau s'envole et pour les personnes qui croisent son chemin, il devient un signe d'espoir, de liberté et de consolation. Ce roman grave et lumineux, où l'on fait caraméliser les guimauves à la flamme et où l'on meurt aussi, comme les fleurs se fanent, confie donc à un oiseau le soin de tisser le fil de ses histoires. Un messager céleste pour des histoires de profond chagrin, de belles rencontres et de bonheur saisis au vol. Je l'ai pris parce que on voit que, enfin, c'est en tout cas d'après ce que je retiens du quatrième de couverture, ça a l'air d'être un ouvrage de nouveau avec un peu de philosophie à la japonaise. Et puis je me dis que ça peut être une lecture un petit peu doudou quand, voilà, quand j'en aurais envie ou besoin. Et puis je crois que j'avais déjà lu un ouvrage de cette autrice, mais je ne suis pas sûre, il faudra que je regarde. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous avez aimé. Le deuxième ouvrage que j'ai récupéré en boîte à livres, qui est pas en super état, mais qui est encore très très bien, c'est le Chardonneret de Donna Tartt, que j'ai trouvé en édition Pocket. C'est quand même un bon pavé de passer 1000 pages. C'est la même autrice qui a écrit Le Maître des Illusions que je n'ai pas lu. Il me tente depuis longtemps, mais j'ai vu des avis tellement mitigés que voilà, pour l'instant, je ne me suis pas encore lancée, mais j'aurais quand même envie de le lire un jour pour me faire mon propre avis. Et ici, ben, j'avais jamais entendu parler du Chardonneret. C'est un minuscule tableau de maître, un oiseau fascinant, inestimable. Décidément, on est dans les oiseaux. La raison pour laquelle Théo Decker, 13 ans, s'est retrouvé en possession de ce chef-d'œuvre de l'art flamand est une longue histoire. Un hasard qui, 8 ans après ce jour tragique de pluie et de cendres à New York, l'obsède toujours autant. Des salons huppés de Manhattan au bas-fond mafieux d'Amsterdam ou de Las Vegas, le Chardonneret surveille l'effroyable descente aux enfers de Théo et préside à son étrange destin. Alors ça a l'air quand même assez dramatique. Moi j'aime bien les drames dans la littérature, donc voilà, il m'intéressait. Je me suis dit pourquoi pas pour découvrir cette autrice. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, ça ne sera pas tout de suite. Parce que passer 1000 pages, ben voilà, ça va me prendre un petit peu de temps quand même. Ensuite, je me suis procuré Polaris de Philippe Tessier. C'est le cycle d'Azur en version intégrale chez Magic. C'est de la science-fiction. Je me suis dit, bah tiens, un intégral, ça peut être pas mal comme ça, bah, je le lis de A à Z et on n'en parle plus. Parce que c'est vrai que c'est saga où il faut penser à acheter les suites, on laisse de côté en attendant que ça paraisse, et ben, on se retrouve avec des 25 000 sagas entamées, tandis que là, bah, je me suis dit, bah, c'est une bonne idée, on va prendre, je ne sais pas si c'est à la base une trilogie, et comme ça fait un moment que je ne lis pas de SF, je me suis dit, pourquoi pas, je ne connais pas du tout l'auteur, et c'est aussi voilà, une manière de découvrir un nouvel auteur. 600 ans après la chute de l'Empire, des généticiens, terrassés par le rêve éphémère de l'Alliance Azur, des notions moribondes se disputent, des nations moribondes se disputent les ressources du dernier refuge de l'humanité, l'océan. On va être sous l'eau. Ah, ça peut être super chouette ça.
Dans les ténèbres des profondeurs s'étendent les cités fantastiques issues de sciences défiant l'imagination, mais aussi des amas de structures et de modules vieillissants dans lesquels les populations tentent de survivre à un univers qui leur est totalement hostile. Perdue en plein milieu de pôles maritimes d'inaccessibilité du Gyre du Pacifique Sud, la station internationale Nemo est une oasis de lumière dans les abysses insondables de l'océan que l'Organisation des États sous-marins a décidé de démanteler. Mais ce qui devait être une mission de routine s'avère beaucoup plus périlleuse que prévu. Entre les installations délabrées qui menacent de s'effondrer à tout moment sous l'effet de la pression, le manque de ressources vitales et l'absence de plus en plus inquiétante de tout navire de ravitaillement, l'équipe envoyée sur place se retrouve contrainte de lutter pour survivre, sans se douter que dans l'obscurité des abîmes se tapissent bien d'autres dangers. Alors voilà, il m'intéresse énormément, j'ai très hâte de le lire, peut-être que je vais pas trop tarder à le sortir de ma palle celui-ci, et j'espère qu'il y aura beaucoup d'action, beaucoup d'intrigues, beaucoup de rebondissements, pas trop de longueur, parce que c'est vrai que c'est un peu le risque avec des gros pavés. Bon, on est sur un intégral, donc c'est 3 romans, oui. On verra, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Je me suis ensuite procuré le premier tome de la saga Le Lion de Macédoine de David Gemmell. Je ne crois pas avoir déjà lu David Gemmell alors que c'est un des piliers de la fantaisie. C'est Brajlon qui a sorti, je crois que c'est une nouvelle édition qui est parue il n'y a pas longtemps, qui est, ma foi, je trouve très jolie. Et ça nous dit, il sera le lion de Macédoine, oui, et la mort des nations. À travers le voile de tous les avenirs possibles, la prêtresse Thamis a pressenti le rôle qu'il doit jouer contre l'esprit du chaos et a juré de faire de lui le plus grand guerrier de son temps. Élevé parmi les Spartiates qui le méprisent pour son ascendance macédonienne, Parménion ignore toutes les forces mystiques qui façonnent sa destinée. Son génie militaire fera de lui un stratégos d'exception, ses victoires sur le champ de bataille, un héros. Son chemin le conduira jusqu'au service de Philippe de Macédoine. Devenu le plus terrible seigneur de guerre que le monde ait connu, le lion de Macédoine se dressera pour empêcher l'avènement du dieu noir, ou lui frayer un chemin jusqu'à la victoire. Alors, bon, on verra. Je pense que c'est pas mal de stratégie politique, de guerre, de trahison, voilà, tout ce que j'aime. Et celui-là aussi, je ne sais pas quand est-ce que je vais le démarrer, mais il ne faudrait pas que je tarde trop, parce que si ça me plaît, ben, bien évidemment que je me procurerai le tome 2. On poursuit avec Anthony Ryan, également chez Brajlon, avec Le Paria, qui est le premier tome de l'Alliance de Fer. Je ne sais pas combien de tomes compose cette série, mais je crois qu'il y en a 3 tomes, mais je ne suis pas sûre de ce que je vous dis. Ah, l'Alliance de Fer, Le Paria, La Martyre, et je pense qu'il y en a d'autres après. Je crois qu'il doit y avoir un 3e tome, j'imagine. On est toujours dans de la fantasy. C'est le même auteur qui a écrit Blood Song, que je vous ai présenté en book haul cette année, parce que je l'ai acquis il n'y a pas si longtemps. Et le 4e de couverture nous dit « Vif d'esprit et habile au couteau, Alwyn Scribe a été élevé par une bande de hors-la-loi, jusqu'à ce qu'une trahison l'entraîne sur un chemin de sang et de vengeance qui fera de lui un soldat dans l'armée du roi. Placé sous les ordres de Dame Evadine, une noble tourmentée par des visions peuplées de démons, Alwyn doit survivre à la guerre et aux intrigues mortelles de la noblesse. Mais tandis que les forces des ténèbres se liguent contre Evadine, Alwyn va devoir faire un choix. Deviendra-t-il un guerrier ou restera-t-il un paria à jamais? Je ne sais pas par lequel je vais démarrer pour rencontrer justement Anthony Ryan. Si je vais me lancer plutôt dans Blood Song ou dans l'Alliance de Fer. Dites-moi si vous les avez lus, si vous connaissez cet auteur, par lequel vous commenceriez. Bon, après... Ça, c'est une duologie, je les ai direct achetés les deux parce que c'est une saga, enfin une duologie qui me tente depuis tellement longtemps. C'est sorti il y a belle lurette, hein. Je ne sais plus quand exactement, je ne sais pas si on peut voir ça, le tome 2, 2022. Ouais, ça me semble, ça c'est l'édition, mais il me semble que c'est bien plus vieux que ça.
Brajlon 2021. Oui, on est toujours chez Brajlon, décidément. Je me suis procuré la duologie de Kalam. Donc le premier tome, c'est les deux visages et le deuxième tome, c'est les deux royaumes de Paul. Attention, de Paul Bourne, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce, je suis désolée, qui a fait grand bruit lorsqu'elle est sortie. Elle est extrêmement bien notée sur Livre Addict ou autre. Et j'ai vraiment très très hâte de la découvrir à mon tour. Alors, le premier tome nous résume. Après un an de guerre civile, la rébellion contre le roi Lumière, le tyran de Westalie, est écrasée dans le sang. Son chef légendaire Darandal est tué. Ses partisans dispersés ou jetés au cachot. Parmi eux, la jeune Mora, sa lieutenante. Le célèbre légendier d'Arthrak lui propose un marché. Son exécution sera suspendue le temps qu'elle lui raconte la véritable histoire du chef rebelle, ce mystérieux guerrier aux origines obscures que l'on prétendait indestructible. Mais profitant de ce sursis, Mora prépare peu à peu son évasion pour reprendre la lutte. Alors moi, ce qui m'interpelle et ce qui m'intéresse, voilà, on va avoir une narratrice féminine. Et ça me rappelle un petit peu, voilà, cette trame comme dans l'Empire du Vampire où on a un personnage qui raconte une histoire à un autre personnage. Et je dois avouer que dans l'Empire du Vampire, ça m'a énormément plu. Et je pense que ici, une fois de plus, je vais beaucoup aimer. J'ai également craqué pour deux ouvrages. Je me suis beaucoup tâtée avant de les acheter. Depuis leur sortie, en fait, ils me tentent. Et puis, je me suis dit, bon, allez, tu lis les deux premiers et tu verras bien si tu continues ou pas. Dites-moi à nouveau en commentaire si vous les avez lus et si vous avez aimé. Je me suis acheté, c'est un peu particulier, hein. C'est deux trilogies en fait qui se répondent d'après ce que j'ai compris. Le premier c'est Capitale du Sud, le premier tome, Le sang de la cité de Guillaume Chamanachan. Et le deuxième cycle, qui est composé également de 3 livres, est rédigé par une autrice, donc c'est 2 auteurs qui ont collaboré pour cette saga, qui s'appelle Claire Duvivier, et donc cette deuxième trilogie qui répond à Capitale du Sud et Capitale du Nord, le premier tome, Citadin de demain. Je les ai acquis en poche chez le livre de poche. Il a reçu le Grand Prix, alors Capitale du Nord 1 a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire 2024. Donc c'est vrai que je l'ai tellement vu passer, j'en ai tellement entendu parler que j'en attends énormément. Et ça, c'est pas bon. Donc, je pense que je vais peut-être attendre un petit peu avant de les démarrer parce que c'est vrai que quand on a beaucoup d'attentes, souvent, on peut être un peu déçu. Donc, voilà. Mais il me tente énormément. Si je pouvais, je les lirais tout de suite. Mais ouais, on verra. De toute façon, j'ai une palle déjà bien remplie pour ces prochaines semaines. Mais j'espère le lire d'ici la fin, les lire d'ici la fin de l'année quand même, pour pouvoir me procurer les suites au cas où ça me plairait bien évidemment. Je vous lis le résumé de Capitale du Sud qui est apparemment le premier qu'il faudrait lire parce que ça se lit de 2 manières différentes. Ou vous lisez les 3 tomes de Capitale du Sud et ensuite Capitale du Nord, ou vous lisez en alternance Capitale du Sud 1, Capitale du Nord 1, Capitale du Sud 2, Capitale du Nord 2 et ainsi de suite. Enfermée derrière 2 murailles immenses, la cité est une mégalopole surpeuplée constituée de multiples duchés. Commis d'épicerie sur le port, Knox est lié depuis son enfance à la maison de la Kawan, la tortue de mer. Il partage son temps entre livraison de vins prestigieux et lecture de poésie avec ses amis. Un jour, on lui confie un livre qui raconte l'origine de la cité. Très vite, Knox se rend compte que le texte fait écho à sa propre histoire. Malgré lui, il est emporté dans ces intrigues politiques qui le dépassent et se retrouve confronté à la part sombre de sa ville, une cité miroir peuplée de monstres. Il faut quand même avouer que c'est très intriguant et que ça a l'air vraiment très très sympa. Ça nous dit prix imaginaire de la 25e heure du livre 2021, prix imaginaire de l'antre Guillemet 2021, prix du meilleur roman imaginaire libre à nous 2022, prix imaginaire du roman francophone 2022, prix imaginal des bibliothécaires 2022.
Donc il a quand même eu énormément de prix. Cette vidéo touche à sa fin. Je pense qu'elle va être assez courte. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage. Mais merci beaucoup de l'avoir visionné. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cela vous a peut-être donné des idées lecture. N'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire. Et en attendant de vous retrouver par ici ou ailleurs, je vous souhaite d'excellentes lectures. Prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!